Des lieux saints, du vin et des cochons. Jacques Chirac, une prison et des banquiers. Bienvenue au domaine national français en Terre Sainte. Et ici, c'est vraiment la Géozarbie. Sous haute protection. 22 janvier 2020, à Jérusalem, le président français Emmanuel Macron est en voyage officiel et visite la vieille ville. Ici, il y a plein de lieux saints. Par exemple, le mur des Lamentations pour les Juifs, le dôme du Rocher pour les musulmans, ou encore le Saint-Sépulcre pour les chrétiens. Mais il y a aussi l'église Sainte-Anne vers laquelle, justement, Emmanuel Macron se dirige. Et là, c'est le drame. I don't like what you did in front of me. Go outside. Nobody has to provoke nobody, okay? We keep calm. Pourquoi Emmanuel Macron s'énerve-t-il ? Parce que les services de sécurité israéliens ont pénétré dans une propriété française. Et oui, l'église Sainte-Anne appartient à la France. Construite par les croisés au XIIe siècle, on y célèbre les parents de la Vierge Marie qui auraient habité sur ce terrain. Mais surprise, la France possède 3 autres lieux saints dans la région. L'église du Paternoster à Jérusalem, l'abbaye Sainte-Marie de la Résurrection à Abou Ghosh, et enfin le tombeau des rois, sacré cette fois-ci pour les Juifs, lui aussi à Jérusalem. Et ces 4 propriétés font partie de ce qu'on appelle le domaine national français en Terre Sainte, administré par le Consulat de France à Jérusalem. Ce domaine national n'est pas territoire au sens strict, mais les Français n'aiment quand même pas que la police ou l'armée israélienne s'y aventure. D'autant plus à Jérusalem, où la France ne reconnaît aucune souveraineté. D'ailleurs, en 1996, au même endroit, pour les mêmes raisons, le président français Jacques Chirac avait lui aussi piqué une colère. Mais oui, souvenez-vous, ce jour-là, il avait eu aussi cette célèbre sortie. Bref, la France, ce pays laïque, a un pied en Terre Sainte. Pourquoi, comment ? Un petit cours d'histoire. Début du XVIe siècle. À l'époque, François Ier, roi de France, est menacé par Charles Quint, roi d'Espagne et empereur germanique. Et pour se renforcer, il va chercher l'aide de Soliman le Magnifique, sultan de l'Empire ottoman, appelé aussi parfois Empire turc, qui est à l'époque la puissance numéro 1 en Europe. Le début d'une alliance de plusieurs siècles. Par la suite, en effet, les sultans successifs accordent aux Français toute une série de capitulations, c'est-à-dire de privilèges, comme le droit de naviguer dans les eaux turques, d'importer des marchandises de l'Empire, ou de lire la Bible et de boire du vin sur les terres du sultan. Mais ces capitulations font surtout de la France la protectrice d'une bonne partie des lieux saints chrétiens et des catholiques de Terre Sainte. Jérusalem et la Terre Sainte sont en effet sur le territoire de l'Empire. Ce protectorat, censé être perpétuel dès 1740, permet à la France de se voir comme championne de la chrétienté. Mais au XIXe siècle, le protectorat français est en danger. En effet, avec sa révolution, la France a perdu un peu de crédit auprès des chrétiens. Par ailleurs, l'Empire ottoman est en crise et perd partout des territoires. Les autres puissances européennes, qui jalousent le protectorat de la France, installent alors des consulats, construisent des églises et organisent des pèlerinages à Jérusalem. La France défend alors son statut. Redevenue monarchie, celle de Louis-Philippe à l'époque, elle ouvre en 1843 un consulat permanent à Jérusalem et encourage l'installation de missions religieuses. Après le retour de la République en 1870, cette politique est même amplifiée. Car, humiliée par sa défaite contre l'Allemagne la même année, la France ne veut plus perdre un pouce de terrain. D'autant que les Allemands ont eux aussi pris pied en Terre Sainte. La visite à Jérusalem du Kaiser Guillaume II en 1898 en est la preuve. Même Léon Gambetta, député puis chef du gouvernement, et pourtant anticlérical, promeut ardemment la stratégie française en Terre Sainte. Une stratégie qui s'accompagne aussi d'investissements. Gaz, mines, tramways ou chemins de fer. L'argent français se déverse sur l'Empire ottoman. Mais cette concurrence entre puissances européennes a des échos jusque dans les lieux saints.
En 1847, à Bethléem, dans la basilique de la Nativité, les moines catholiques, protégés par la France, soupçonnent les moines orthodoxes, soutenus par la Russie, de leur avoir dérobé une étoile sacrée. Une affaire qui, de fil en aiguille, et avec pas mal de mauvaise foi, sera une des nombreuses raisons du déclenchement en 1853 de la guerre de Crimée, gagnée plus tard par les Turcs, aidés des Britanniques et des Français, contre les Russes. Et pour la remercier de son aide pendant la guerre, le sultan offre à la France l'église Sainte-Anne en 1856. Et elle n'était pas en super état, tiens. À ce premier bâtiment succèdent bien vite les 3 autres. La princesse Aurélie de la Tour d'Auvergne offre ainsi en 1868 à la France l'église du Paternoster, qu'elle a fait édifier à Jérusalem. Par la suite, les autorités françaises insistent auprès du sultan pour obtenir en 1873 ce qui deviendra l'abbaye Sainte-Marie de la Résurrection. Pas en super état non plus, tiens. Et enfin, Émile et Isaac Pereire, 2 frères banquiers bordelais, offrent à la France le tombeau des rois en 1886. Et s'il y a des Français pour offrir des bâtiments à leur pays, c'est que la stratégie de la France fonctionne. À la fin du XIXe siècle, on trouve en effet des centaines d'institutions religieuses françaises en Terre Sainte. Des couvents, des monastères, mais aussi des orphelinats, des écoles, des hôpitaux, des maisons de retraite, ou même des cimetières. Si bien qu'en 1898, le pape confirme la France dans son rôle historique de protectrice des religieux catholiques en Terre Sainte, quelle que soit leur nationalité. La stratégie d'investissement de la France fonctionne aussi. Les Français sont les premiers créanciers de l'Empire ottoman. Et c'est grâce à une histoire de dette que la France obtient de l'Empire ottoman une extension de son protectorat. En plus des lieux saints chrétiens, la France obtient en effet la protection sur toutes les institutions religieuses françaises installées dans l'Empire. Au début du XXe siècle, la France reste donc une championne de la chrétienté. Mais au fait, il consiste en quoi ce protectorat ? C'est vrai ça, on en parle mais on ne sait pas bien ce que c'est. Eh bien, ce protectorat fait de la France la représentante auprès des autorités turques de toutes les institutions religieuses protégées, qui sont au passage exemptées d'impôts et de droits de douane. En retour, les représentants de la France reçoivent depuis toujours des honneurs religieux sur place. Autre aspect moins connu, ils protègent aussi les Français face à la justice turque. Et si jamais un Français doit finalement purger une peine, ce doit être dans une prison agréée par le gouvernement français. Bah oui, depuis toujours, les prisons turques, ça fout les jetons. Mais le XXe siècle est celui des grands bouleversements. À Paris, on vote des lois qui restreignent le pouvoir de l'Église, dont la célèbre loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, qui fait de la France un pays laïque. La République et le Saint-Siège rompent alors leurs relations diplomatiques. Plus tard, après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman, vaincu, est démantelé. Le protectorat français est alors suspendu et, humiliation, ce sont les Britanniques qui occupent la Palestine et Jérusalem. La France obtient tout de même la Syrie et le Liban voisin, comme un lot de consolation. Mais les 2 pays prennent leur indépendance en 1943 et 1946. Et en Palestine, c'est Israël qui est créé en 1948. Bref, après la Seconde Guerre mondiale, la France a été chassée de la région. Mais en fait non, pas tout à fait. Alors certes, la France laïque a perdu son protectorat sur les lieux saints et sur les catholiques. Mais à sa création, le tout jeune État d'Israël s'engage à respecter les droits acquis et les privilèges des établissements français sur son territoire. Immédiatement après, la France s'engage à reconnaître Israël. Et bien plus tard en 1997, c'est au tour de l'autorité palestinienne nouvellement créée de garantir elle aussi les intérêts de la République. La France a donc réussi à conserver un bout de son protectorat, sur son domaine et ses institutions religieuses en Israël et en Palestine, mais aussi sur ses cochons. En 1962, en effet, le gouvernement israélien interdit les porcs sur son territoire, et cherche alors à se débarrasser de 47 cochons élevés dans un couvent, sous protection française. Les sœurs appellent alors la France au secours, et des négociations permettent de trouver un compromis. Ok pour l'élevage, mais à l'abri des regards extérieurs. Et aucune viande de porc ne devra sortir du couvent. Aujourd'hui, en plus des 4 édifices du domaine national en Terre Sainte, il reste 40 congrégations religieuses protégées par la France, qui sont devenues avec le temps des défenseurs du dialogue interconfessionnel, de la francophonie, mais aussi des valeurs de la République. Tout ceci constituant un peu de soft power à défendre dans cette région si compliquée, au cœur des relations internationales, et où chaque mètre carré est convoité. Please respect the rules as they are for centuries. They will not change with me. I can tell you. Okay? Et oui,
À Jérusalem, le présent se conjugue au passé. D'ailleurs, la France y reçoit toujours des honneurs religieux. Dès qu'un nouveau consul prend ses fonctions, il doit en effet se soumettre à une cérémonie d'accueil ultra codifiée. Il est aussi tenu d'assister chaque année à une trentaine de messes, y compris le 14 juillet, jour de fête nationale. Et à la fin de ces messes, on récite chaque fois la prière « Domine salvam fac republicam », c'est-à-dire « Que Dieu sauve la République ». Oui, la France est un pays laïque, mais elle était autrefois une championne de la chrétienté. Et à Jérusalem, étonnamment, ces deux réalités cohabitent.